Elle priait le chapelet le soir et me touchait en cachette durant la journée. Ma belle-mère m'a détruite, mais j'ai survécu pour raconter. Je m'appelle Madeleine Dubois et je n'ai jamais partagé cela avec personne. Mais aujourd'hui, avec mes 68 ans qui pèsent sur mes épaules et le temps qui me murmure de plus en plus près, je sens que je dois parler. Pas pour moi, mais pour cette petite fille que j'étais, celle que personne n'a vue, celle que personne n'a sauvée. Je suis née à Saint-Rémy-des-Bois, un petit village perdu dans l'intérieur de la Dordogne, de ceux qui n'apparaissaient même pas sur les cartes autrefois. Des rues en terre battue, l'odeur du pain sortant des vieux fours à bois, et des gens qui se connaissaient par le prénom, le nom et même le surnom. C'est là que ma vie a commencé, et c'est là aussi qu'elle s'est brisée. La maison où j'ai grandi était modeste, mais c'était tout ce que je connaissais du monde. 3 pièces, un toit bas, un poêle à bois et une véranda en bois qui grinçait à chaque passage du vent. Aux yeux de l'enfant que j'étais, ce monde paraissait immense. Et malgré les manques, il avait sa beauté, surtout quand on est enfant et qu'on n'a pas encore appris à regarder trop profondément les choses. J'étais la plus jeune de 3 enfants. Bastien, l'aîné, était le pilier de la maison, silencieux comme une rivière profonde, mais avec une douceur que seuls les attentifs pouvaient percevoir. Il s'occupait de moi comme un père, et souvent, il l'hâtait vraiment. Ma sœur Claire, la cadette, était sérieuse, travailleuse, mais elle savait raconter des histoires comme personne, qui me faisaient rêver. Les jours heureux, on s'asseyait tous les 3 dans la cour, partageant du pain avec de la confiture de lait que ma belle-mère préparait pour vendre, mais qu'elle nous laissait parfois goûter. Bastien parlait des champs où il travaillait, Claire chantait de vieilles chansons, et moi, je notais tout dans un petit carnet caché sous mon matelas de paille. Écrire, pour moi, c'était comme respirer. Mon père, Monsieur Antoine, était un homme de peu de mots et de mains pleines de callosité. Il travaillait dans les champs du lever du soleil, jusqu'après la tombée de la nuit. Il rentrait rarement, mais quand il le faisait, il rapportait toujours quelque chose. Un fruit inhabituel, une fleur sauvage, une parole douce. Dans ces moments-là, je sentais qu'il me voyait vraiment. Mais ma belle-mère, Madame Hélène Dubreuil, difficile de parler d'elle sans que le cœur ne trébuche. À mes yeux de petite fille, elle était une figure forte, respectée, presque crainte. Elle cousait pour les autres, tenait la maison, la cuisine, le linge, la foi, tout à la fois. Jamais je ne l'ai vue rire franchement, ni même sourire pleinement. Toujours retenue. Ses yeux ressemblaient à du verre. On pouvait voir à travers, mais jamais vraiment ce qu'il y avait au fond. Elle était sévère, très. Mais je croyais que c'était normal. Après tout, les mères de mes amies étaient strictes elles aussi. On disait que c'était pour nous apprendre à devenir des gens bien. Et moi, je voulais être une vraie personne. Alors j'obéissais. J'avais peur de faire mal, de renverser un verre, de mal prier. Je croyais que c'était comme ça, la vie. Je me rappelle avoir attendu qu'elle me regarde avec tendresse. Juste un regard doux, comme celui qu'elle réservait à ses tissus. Elle mettait tant de soin dans ses broderies. Je me demandais souvent, est-ce qu'un jour, elle brodera aussi mon cœur? Est-ce qu'elle me verra avec autant d'attention? Ce regard, ce geste, ne sont jamais venus. Et j'ai cru que c'était de ma faute. Les enfants pensent comme ça, n'est-ce pas? On croit que si l'amour ne vient pas, c'est parce qu'on ne le mérite pas. Pourtant, les jours de marché,
quand elle revenait avec quelques pièces et me rapportait un morceau de sucrerie emballé dans une feuille de vigne. Mon cœur se gonflait. Je gardais ce petit cadeau comme un trésor parce que c'en était un. Peut-être que dans ce geste minuscule, il y avait un peu d'affection perdue en chemin. La vie était dure, mais elle avait ses moments de légèreté, comme quand je courais après les papillons dans le jardin, ou quand Bastien me portait sur ses épaules en prétendant que j'étais une reine, ou ce jour où mon père est rentré avec un petit oiseau caché dans son chapeau. « Tiens, Madeleine, il est pour toi. » C'est comme ça que Titou, ce petit oiseau bleu, est entré dans ma vie. Il devint mon compagnon fidèle. Sur le perchoir que Bastien avait construit près de mon hamac, il me suivait du regard quand j'allais à l'épicerie, chantait le matin comme s'il m'appelait. Titou a été la première créature à m'aimer sans rien demander en retour. Le premier à me faire sentir importante. Mais comme tout dans cette maison, la joie ne durait jamais longtemps. Il y avait des silences étranges, tu sais, des moments où le temps semblait suspendu et un frisson glissait le long du dos. Je ne savais pas pourquoi. C'était juste une sensation, comme si quelque chose de très grave allait arriver, ou était déjà en train d'arriver. Mais à cette époque, je ne savais pas encore donner de nom aux ombres. Je savais juste qu'elles existaient et qu'elles vivaient dans la maison. Les souvenirs heureux de l'enfance ressemblent à des bonbons oubliés sur l'étagère du temps. Certains, on en sent encore le goût. D'autres, on ne sait même plus s'ils étaient vraiment doux, ou si la mémoire les a un peu embellis, juste pour ne pas avoir trop mal. Mais après ces années douces, comme les chansons de Claire au crépuscule, les choses ont commencé à changer. Lentement, comme l'eau qui commence à frémir avant de bouillir. On ne s'en rend pas compte. Jusqu'à ce que ça brûle. J'avais peut-être 7 ou 8 ans quand j'ai commencé à sentir que le silence de la maison devenait plus lourd. Avant, c'était juste du calme. Maintenant, c'était un silence avec du poids, avec quelque chose de mauvais dessous. Papa était toujours absent, comme s'il ne voyait plus rien d'autre que le plafond. Bastien grandissait dans le silence, avalant le monde comme un homme trop jeune. Claire était de plus en plus loin. Elle travaillait maintenant chez l'institutrice du village, trop loin pour voir les fissures. Mais moi, je voyais, je sentais, dans la manière dont Hélène me regardait. Ce n'était pas un regard de belle-mère, c'était autre chose. Je ne savais pas quoi, et même si j'avais su, je n'aurais pas eu le courage d'y penser. Elle commença à m'appeler plus souvent, envoyait Bastien dormir plus tôt, me demandait de rester avec elle dans le salon, sous prétexte de m'apprendre à coudre. Je m'asseyais en silence, le tissu sur les genoux, mes petites mains essayant de suivre la ligne du fil. Mais plus que le tissu, c'était moi qu'on semblait tirer avec un fil invisible. Un fil de peur. Ce n'était pas la peur d'être puni ou de faire une faute. C'était une peur sans nom, juste là. Et les marchés devinrent moins fréquents. Hélène ne sortait presque plus. Elle restait à la maison. Et moi, collée à elle. Elle disait aux voisines qu'elle était fatiguée. Mais je savais, ce n'était pas de la fatigue. C'était autre chose. Quelque chose qui vivait dans ce corps raide et ce regard sans tendresse. Peu à peu, elle a éloigné les autres de moi. Même Claire, qui me rapportait toujours du pain, ou une histoire de la maison de l'institutrice, fut tenue à distance. Je dormais seule. À l'école, je me faisais plus discrète. Avant, j'écrivais des poèmes pour mes camarades.
Maintenant, je voulais juste rester dans un coin, près de la fenêtre. Je parlais peu. J'écrivais encore moins. Et ce que j'écrivais, je le déchirais ensuite. J'avais peur d'être lu, peur d'être entendu, peur que quelqu'un découvre ce que moi-même je ne savais pas comment raconter. Il y eut une nuit, une de celles que la mémoire ne lâche jamais, même quand on le voudrait. Je me suis réveillée, l'air bloqué dans la poitrine. La chambre était noire, et j'ai entendu le grincement de la porte d'entrée qui se refermait doucement. Hélène rentrait tard, ce soir-là. Elle a dit qu'elle était allée chez une voisine malade. Mais ses yeux ne mentaient pas plus que l'odeur d'alcool sur le torchon abandonné dans l'évier. Je ne savais pas quoi faire de tout ça. Un enfant qui commence à soupçonner sa propre belle-mère porte une culpabilité qui n'est pas la sienne. Et cette culpabilité s'infiltre lentement, comme la moisissure, dans les murs de l'âme. Bastien, à ses 14 ans, avait compris quelque chose. Il ne savait pas quoi exactement, mais il avait commencé à me regarder autrement, plus protecteur, plus présent. Il m'accompagnait à l'école quand il le pouvait, même si cela retardait son travail au champ. Il veillait plus tard le soir, et un jour, il s'est même disputé avec Hélène. Chose presque impensable. Mais elle lui a simplement répondu avec ce silence tranchant, celui qui fait taire même les plus braves. Bastien ne m'a jamais posé de questions. Et moi, je n'ai jamais rien dit. C'était ma belle-mère, et une belle-mère, on ne l'accuse pas. Du moins, c'est ce que je croyais. En ville, rien ne changeait. Hélène restait, la femme de foi, celle des messes du dimanche, celle aux coutures impeccables. Une femme admirable, disait-il. Et moi, je souriais avec les lèvres, mais mon cœur hurlait. Il hurlait si fort qu'un jour, j'ai senti que je devais tout faire sortir, d'une façon ou d'une autre. J'ai recommencé à écrire. Des mots cachés, glissés sous l'oreiller, derrière les tuiles, sous le matelas. J'écrivais sans nom, sans forme, juste pour respirer. Jusqu'au jour où une de ces feuilles est tombée au sol et ne m'est pas revenue. Hélène l'a trouvée. Elle ne m'a pas frappée. Elle n'a pas crié. Elle a simplement déchiré chaque mot, morceau par morceau, avec une lenteur qui faisait plus mal qu'aucune gifle. Puis elle m'a regardé dans les yeux et a dit « Ce sont des bêtises de gens sans Dieu. » Ce jour-là, quelque chose en moi est mort. Parce que si même Dieu avait quitté la conversation, que me restait-il? Mon petit oiseau, Titou, semblait tout ressentir. Il me regardait avec ses yeux ronds, chantait doucement comme s'il voulait me consoler. Mais un soir, il a disparu. Hélène a dit que la porte de la cage était restée ouverte, qu'il s'était envolé. Mais moi, je savais. Et ce savoir, je le porte encore en moi. Il me ronge. C'est à cette époque que j'ai appris ce que font tant d'enfants en silence. Survivre, se lever, faire semblant, sourire aux voisins, dire « ça va » à la maîtresse, embrasser la belle-mère devant l'école et prier pour que la nuit passe vite, ou qu'elle ne vienne pas du tout. Ce qui m'a marqué, ce n'est pas seulement ce qu'elle m'a fait, c'est ce qu'elle m'a fait croire. Ma belle-mère n'utilisait pas les cris, elle utilisait le silence. Un silence qui me tenait prisonnière, qui me figeait, qui me murmurait « Ne dis rien, personne ne te croira ». Et j'ai cru. Avec le temps, les gestes sont devenus plus fréquents, déguisés en soins. « Allonge-toi ici, que je vois si tu grandis bien. » « Soulève ta robe, ma fille, c'est juste pour vérifier que tout va bien. » Elle disait ça avec une telle normalité, comme si c'était banal. Mais ça ne l'était pas.
Je ne comprenais pas ce qui se passait, seulement que ce n'était pas juste. Mon corps était mal à l'aise, et une honte que je ne savais pas nommer m'envahissait. J'ai commencé à marcher recroquevillée, à baisser les yeux, à parler moins. Je me cachais dans les coins de la maison, où elle n'allait jamais. Je passais plus de temps avec Claire, quand elle venait les dimanches. Elle ne savait rien, mais sa présence me protégeait. Mais Hélène attendait toujours. Il y avait toujours un moment, toujours un prétexte. Au début, j'ai cru que c'était de ma faute. Les enfants ont cette manie de penser que s'il leur arrive quelque chose de mauvais, c'est qu'ils l'ont mérité. Et quand ça vient de celle qui devrait te protéger, ton monde s'écroule. Je ne savais pas comment appeler ça. Je ne savais pas comment en parler. Et même si j'avais su, qui m'aurait cru? C'était Madame Hélène Dubreuil, femme de prière, qui récitait son chapelet chaque nuit et apportait des gâteaux aux voisines malades. J'ai commencé à fuir, à me cacher dans le poulailler derrière la maison, dans l'armoire de mon père, partout où elle ne pourrait pas me trouver. Mais elle me trouvait toujours. Arrête ton cinéma, ma fille. C'est dans ta tête. Je suis la femme de ton père. Je prends soin de toi. Et moi, je me taisais. Même si j'avais envie de hurler, mon corps a commencé à parler pour moi. Douleur au ventre, fièvre sans cause, sueur froide en pleine nuit. Parfois, je passais des jours sans manger. Hélène disait que j'étais paresseuse, que je voulais juste attirer l'attention. Elle a commencé à me traiter avec mépris. Ne me donnait plus à manger avec les autres, me laissait punie sans raison. Et j'acceptais, parce que je préférais le mépris aux mains sur moi. Bastien, mon frère, a été le premier à comprendre. Il me regardait autrement, avec une inquiétude tendre. Il se rapprochait, me protégeait. Quand Hélène m'appelait, il trouvait toujours un prétexte pour que je sorte. « Viens, Madeleine, on a besoin de toi pour la corvée de bois. Aide-moi au potager, juste pour que je ne sois jamais seule avec elle. » Une nuit, je me suis réveillée, en larmes, à cause d'un cauchemar. Mais c'était plus qu'un rêve, c'était un souvenir. Bastien s'est levé. Il est venu dans ma chambre. J'étais recroquevillée sous le drap, tremblante. Il a allumé la lampe à huile. Il s'est assis au bord du lit, en silence. Puis, il m'a caressé les cheveux et m'a dit doucement « Je suis là. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. » C'était la première fois depuis longtemps que je me sentais en sécurité. Le lendemain, il m'a emmenée au bord de la rivière, un endroit où on jouait quand on était petit. On est resté là, longtemps, à regarder l'eau couler. Puis il m'a demandé « Madeleine, qu'est-ce qu'il t'arrive ?»« Rien, Bastien. »« Ne mens pas, je le vois. Tu disparais. Mais ce n'est pas de l'extérieur vers l'intérieur. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. » Je suis restée silencieuse. J'ai voulu lui dire. Mais les mots ne sortaient pas. Alors il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « C'est la femme de papa, n'est-ce pas ?» Je me suis figée. Le temps s'est arrêté. Et j'ai pleuré. Je n'ai rien eu à dire. Il savait déjà. Bastien n'était pas bavard. Mais ce jour-là, il a promis de ne plus jamais me laisser seule avec elle. Et il a tenu parole. Il dormait près de ma chambre. Il était toujours là. Il faisait exprès de participer aux tâches domestiques pour être proche. Et Hélène? Elle a compris. Elle a commencé à m'ignorer. Comme si je n'existais plus. Elle ne m'adressait plus la parole. Ne me demandait plus rien. Posait mon assiette à part sans un mot. Et pourtant, ce silence faisait moins mal que ses gestes d'avant. Mais à l'intérieur, c'était le chaos. Je me sentais sale,
même en me lavant 3 fois par jour, même en frottant ma peau avec du savon fort. Rien ne faisait partir cette sensation. La honte vivait en moi. Je ne savais plus qui j'étais. Je croyais que je ne méritais jamais d'être aimée, câlinée, regardée avec tendresse. À l'école, je n'écoutais plus. Les mots de l'institutrice passaient comme le vent. Les autres filles s'éloignaient. Elles disaient que j'étais étrange. Et je l'étais. Claire, ma sœur, était la seule à me regarder encore avec douceur. Elle ne comprenait rien, mais elle sentait. Parfois, elle m'enlaçait sans raison et me disait « Je t'aime bien, Madeleine, même quand tu ne souris pas. » Et je pleurais. Le temps a passé, et Bastien a trouvé le courage. Il est allé voir notre père. Ils ont fermé la porte de la chambre. La conversation n'a pas duré longtemps. Papa est sorti pâle. Il n'a rien dit. Il est allé dans la cour. Il a allumé une cigarette. Il a regardé l'horizon. Puis, comme s'il fuyait quelque chose qu'il ne savait pas affronter, il est parti, sans dire pour combien de temps. Il est resté absent 3 jours. Quand il est revenu, il ne m'a pas regardé dans les yeux. Il n'a pas parlé à Bastien. Il a juste repris sa vie, comme si rien n'avait été dit, comme si ignorer était la seule manière de continuer. Bastien était furieux. Il sait, Madeleine, il sait, et il a choisi de ne rien faire. Il ne sait pas comment réagir, Bastien. Non, il a choisi le silence, parce que la vérité détruit tout, et peut-être, il ne veut pas voir cette maison s'effondrer. Mais elle est déjà en ruine, il ne reste qu'à la regarder tomber. C'est à ce moment-là que Bastien a pris une décision qui allait tout changer. Il m'a emmené chez le commissaire du village, un homme massif, au visage dur, qui connaissait notre famille depuis toujours. Bastien a expliqué. Il a dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, que la belle-mère faisait des choses interdites, que sa sœur allait mal, qu'on avait besoin d'aide. Moi, à côté, je n'arrivais même pas à lever les yeux. Chaque mot qu'il prononçait me brûlait comme une plaie ouverte. Le commissaire a écouté, a inspiré profondément, puis a dit « C'est très grave, Bastien. Tu réalises ce que tu dis ?»« Oui, monsieur. Je réalise. Tu accuses la femme de ton père. Tu as des preuves ?» Elle a même peur de parler. Sans témoin, sans certificat médical, sans aveu. Ça devient parole contre parole. Mais c'est vrai. La vérité, mon garçon, la vérité qui détruit une famille, est parfois trop dangereuse. On est sorti de là avec un simple papier. Un renvoi administratif sans espoir, sans justice, sans refuge. Si tu m'écoutes encore maintenant, c'est que cette histoire t'a touché, non? Alors, fais une faveur à cette vieille dame ici. Abonne-toi à la chaîne, laisse un petit like et écris un commentaire pour me dire ce que tu as ressenti. C'est important pour moi de savoir que je ne raconte pas ça pour rien. Mais tu sais, la nouvelle a couru plus vite que nous. Dans une petite ville, il suffit d'une étincelle pour déclencher un incendie. Et c'est ce qui est arrivé. Madame Hélène, la couturière si respectée, est devenue sujet de discussion à la boulangerie, à l'église, au salon de coiffure. Les gens murmuraient, certains doutaient, d'autres jugeaient. Et moi j'ai été appelée ingrate, menteuse, déséquilibrée. La propre famille de mon père a coupé les ponts. Mes tantes disaient que j'étais possédée par de mauvaises idées. Ma grand-mère a pleuré en disant « Une belle fille qui accuse sa belle-mère mérite l'enfer. » Mais personne ne m'a demandé comment je me sentais. Personne n'a voulu savoir ce que j'avais vécu. Bastien, lui, est resté à mes côtés, toujours.
Mais je voyais combien ça le faisait souffrir, lui aussi. Il a été exclu de l'église. Il a perdu son travail à l'épicerie. Il est devenu ce garçon qui a parlé contre sa belle-mère. Et Hélène? En public, elle disait ne pas comprendre ce qu'elle avait fait pour mériter une telle ingratitude. Elle se présentait en victime. Et tout le monde la croyait. Parce qu'il est toujours plus facile de croire ce qui nous arrange. Moi, j'avais deux choix. Tout raconter dans les moindres détails et affronter la ville entière. Ou me taire et tenter de continuer ma vie, même à moitié. J'ai choisi le silence. Pour Claire, qui était trop jeune pour comprendre. Pour Bastien, qui avait déjà tant sacrifié. Et pour moi-même, parce que je n'avais plus de force pour me battre. J'ai gardé la vérité au fond de moi. J'ai fait ce que font tant de filles. J'ai fait semblant que ça ne faisait pas mal. J'ai continué la tête baissée, le cœur en miettes. Mais j'ai continué. Et le monde, lui, a continué aussi, sans jamais s'arrêter pour écouter ma vraie voix. On grandit, tu sais, même avec la douleur, même avec la peur, même avec les morceaux manquants. Le corps pousse, l'âge avance, la vie se déroule. Mais il y a des blessures qui grandissent avec nous. Et même si l'on apprend à sourire, à l'intérieur, il reste des choses qui ne se recousent jamais. Après tout ce qui s'est passé dans cette maison, le temps n'a pas arrêté sa course. La ville a continué son rythme lent. Les gens ont trouvé d'autres potins, d'autres tragédies à commenter. La honte de notre famille a été balayée sous le tapis du quartier. Et moi, je suis devenue une femme. Ou du moins, j'ai essayé. Bastien a trouvé du travail dans une ville voisine. Il est parti. Il m'a promis qu'il reviendrait me chercher. Mais le destin avait d'autres plans. Un accident de la route l'a emporté. Pour toujours. Quand j'ai reçu la nouvelle, je suis tombée à genoux. C'était comme si Dieu m'avait arraché la dernière protection que j'avais dans ce monde. Avec sa mort, je suis restée seule. Seule avec Hélène et avec mon père, plus absent que jamais. Claire était déjà partie travailler à Paris. Mon existence semblait être un fardeau dont Hélène voulait se débarrasser, mais ne pouvait pas. Alors, elle me faisait disparaître petit à petit, par le mépris, par le silence, par des punitions déguisées en routine. Mais ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas ce qu'elle faisait. C'était ce qu'elle faisait croire aux autres. Car dehors, dans les ruelles de terre battue, elle restait Madame Hélène Dubreuil, respectée, religieuse, droite, la belle-mère que tout le monde rêverait d'avoir. Et moi, j'étais la belle-fille courbée, muette, le regard toujours au sol. Les voisines chuchotaient. Elle est bizarre, cette gamine. Elle obéit pas à sa belle-mère? Elle a mal tourné? Personne ne se demandait si la faute n'était pas ailleurs. Dans une petite ville, ce qu'on ne peut pas nommer devient rumeur. Et la rumeur, dans ce cas, n'a jamais effleuré la vérité. C'est à cette époque que j'ai rencontré Vincent. Il venait d'arriver au village pour enseigner à l'école. Il avait une manière calme de parler, un regard sincère. Il me traitait avec respect. Pour la première fois de ma vie, un homme me regardait comme une personne et pas comme un danger. Et moi, qui croyais ne jamais mériter l'amour, j'ai commencé à croire que peut-être, juste peut-être, je pourrais être aimée. On s'est mariés rapidement. J'avais 19 ans. Ce n'était pas de la passion. Ce n'était pas du désir. C'était de la survie. Vincent était ma chance de quitter cette maison, et je l'ai saisi de toutes mes forces. La première nuit, je tremblais. Il l'a vu. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit
Je ne te toucherai pas si tu ne veux pas, Madeleine. Tu n'as pas à avoir peur de moi. » Et là, je me suis effondrée, parce que personne, jamais, ne m'avait donné le choix. Personne ne m'avait jamais demandé si je voulais. Le temps passé avec Vincent a été bon, calme, sûr, mais pas facile, parce que mon corps se souvenait. Même quand je voulais, il avait peur, il rejetait la tendresse, il se fermait au contact. Vincent a été patient, mais il avait aussi ses limites. On a eu 2 enfants, Paul et Fatima. Ils ont atteint ma rédemption et mon miroir. En les regardant, j'ai compris ce qu'on m'avait volé. Mon enfance, mon droit à l'innocence. Je me suis promis que jamais, jamais, ils ne ressentiraient ce que j'avais ressenti. J'ai été une mère présente, mais craintive. Il m'a fallu des années pour réussir à les prendre dans mes bras, sans avoir un nœud à l'estomac. Encore plus pour réussir à dire « je t'aime » avec naturel. Mais j'y suis arrivée. Peu à peu, j'ai reconstruit ce qu'il restait de moi. Jusqu'au jour où le téléphone a sonné. C'était clair. « Madeleine, viens. La femme de papa est malade, très malade. Elle est en fin de vie. Et elle demande à te voir. » Sa voix tremblait. Elle ne savait rien. Elle n'avait jamais su. On l'avait protégée de la vérité. Et peut-être que c'est pour ça qu'elle gardait encore de l'affection. Une affection que moi, j'avais perdue depuis longtemps. J'ai hésité. Je ne voulais pas y aller. Mais quelque chose en moi, peut-être Bastien, ou peut-être la petite Madeleine, m'a dit que je devais y aller. Je suis retournée dans la maison où tout avait commencé. La même maison, les mêmes murs, la même odeur de café brûlé et de savon dur. Quand je suis entrée dans sa chambre, je me suis sentie petite à nouveau. Elle était allongée, fragile, le visage abattu, mais ses yeux avaient toujours ce même poids. Elle a souri faiblement. « Tu es venue. » Je me suis assise, sans savoir quoi dire. Elle m'a regardée, avec un mélange de tristesse et de fierté, comme si elle me disait « Tu as survécu ». Puis, après un long silence, elle a murmuré « Je sais ce que j'ai fait, et je sais que tu ne m'as jamais pardonné. Tu n'as pas à le faire. Mais je devais te voir, avant de partir, pour te dire que, si je pouvais revenir en arrière, je ferais tout autrement. » Je n'ai rien répondu. Je n'avais pas de mots. Seules les larmes sont venues. Parce qu'à ce moment-là, ce n'était plus une question de pardon. C'était une libération. Elle est morte 2 jours plus tard, sans confession, sans bruit, sans rédemption publique. Mais pour moi, c'était la fin d'un cycle. Je suis rentrée chez moi. J'ai regardé mes enfants. Et j'ai pensé, elle m'a blessée, mais j'ai choisi de ne pas blesser. Elle m'a volé, mais j'ai choisi de donner. Elle m'a fait taire. Mais aujourd'hui je parle. Et maintenant, à 68 ans, en racontant tout cela, je comprends que vivre a été un acte de résistance. Survivre a été ma façon de me battre. Et raconter mon histoire est ma manière de gagner. Arriver jusqu'ici, jusqu'à cet âge, jusqu'à ce moment où la vie est plus souvenir que futur. C'est comme regarder une longue route, d'en haut, pleine de pierres, de fleurs, de chutes et de pauses. Moi, Madeleine Dubois, aujourd'hui, à 68 ans, je le dis avec force, je ne me suis pas éteinte. Je suis encore là. Pendant longtemps, j'ai cru que le silence était mon ennemi. Parce que c'est dans lui que ma belle-mère s'est cachée pour me faire du mal. C'est dans lui que mon père s'est tu. C'est dans lui que la ville a fermé les yeux. Et c'est dans ce silence que je me suis noyée. Mais aujourd'hui, je le comprends autrement. Le silence a aussi été mon refuge. C'est là que je me suis cachée,
jusqu'à avoir la force de sortir. C'est là que j'ai gardé ma vérité, jusqu'à pouvoir la dire sans qu'elle me détruise. Mes enfants ont grandi. Paul a aujourd'hui 44 ans. Il a 2 enfants et un cœur immense. Fatima, elle, est devenue institutrice. Sérieuse mais avec un regard doux qui me rappelle parfois Bastien. Il ne savait rien. Jusqu'à peu. Pas parce que j'avais honte, mais parce que je voulais qu'il grandisse libre du poids que j'ai porté. Ce n'est qu'après la mort de Vincent, mon compagnon de toute une vie, que j'ai senti l'urgence de parler. Nous avons été mariés 35 ans. Il a été patient, solide, bon. Mais il y avait toujours un espace entre nous. Un espace que seuls ceux qui ont vécu ce que j'ai vécu peuvent comprendre. L'intimité était difficile, l'affection confuse. Mais malgré tout, il ne m'a jamais quittée. Et pour cela, même sans connaître toute l'histoire, il a été mon sauveur. Après son départ, j'ai commencé à vivre seule. Mes enfants voulaient que je vienne habiter chez eux. Mais j'avais besoin de silence. Cette fois, pas pour me cacher, mais pour m'écouter. C'est pendant ce temps-là que j'ai commencé à écrire. J'ai pris un vieux cahier à couverture en cuir. Et j'ai commencé du tout début. J'ai écrit toute mon histoire, sans l'embellir, sans peur, sans me ménager. Les souvenirs venaient par vagues. Certains doux, comme Claire courant pieds nus dans le jardin, ses cheveux au vent. D'autres amers, comme le bruit de la porte qui se refermait derrière moi, dans sa chambre. J'ai pleuré en écrivant. J'ai tremblé. Parfois, je me suis tue pendant des jours. Mais j'ai continué. Quand j'ai fini, j'ai mis le cahier entre les mains de Fatima. Elle l'a lu en silence, a refermé doucement le cahier et a pleuré. « Maman, pourquoi vous ne m'avez jamais rien dit ? Parce que je voulais que tu grandisses libre. Mais tout ça, c'est vrai ? C'est réel ? Oui. Vous l'avez pardonné ? Je n'en ai pas eu besoin. J'ai juste cessé de porter ça. » Fatima m'a pris dans ses bras, un long câlin, serré, celui que j'ai attendu toute ma vie. Paul l'a lu quelques jours plus tard. Il a mis plus de temps à digérer. Mais il m'a appelé et a dit « Maintenant je comprends pourquoi vous étiez si prudente. Pourquoi vous ne vouliez jamais qu'on dorme chez les autres. J'avais peur que ce qui m'était arrivé leur arrive à eux. Ils m'ont remercié, pas d'avoir souffert, mais d'avoir choisi d'être différente. Cette conversation a été pour moi une renaissance. Je me suis sentie légère, comme si j'avais enfin donné la vérité au monde, et que, pour une fois, le monde l'avait écoutée sans juger. Claire, ma sœur, elle, n'a jamais rien su. Aujourd'hui, à 64 ans, elle croit encore qu'Hélène a été une femme dure, mais juste, et j'ai laissé les choses ainsi. Elle n'a pas besoin de cette douleur, ni de cette ombre. Aujourd'hui, elle vit avec ses enfants. Elle m'appelle chaque semaine. On rit ensemble. On parle de notre enfance. Elle se souvient des jeux, des fêtes dans le village, des après-midi avec des gâteaux au maïs. Et je la laisse garder ces souvenirs-là, parce qu'ils sont vrais pour elle. Et ce n'est pas à moi de lui voler ça. Parfois, on me demande « Avez-vous eu une vie heureuse ?» Je réponds « J'ai eu des moments de paix, d'amour, de lutte, de douleur, de dépassement. Je n'ai pas eu une vie facile, mais j'ai eu une vie entière. Et pour quelqu'un qui vient de là où je viens, c'est déjà une victoire. Aujourd'hui, j'aime m'asseoir sur la terrasse, châle sur les épaules, cahier sur les genoux. Je fais mon crochet, je m'occupe de mes plantes, je regarde mes feuilletons à la télé. Et j'écris des lettres à moi-même, à la petite Madeleine,
à l'adolescente, à la femme. Je leur dis, je suis désolée, hein. Je suis fière de toi. On y est arrivé. Le temps m'a pris presque tout. Mes amis, mes frères, Vincent, une partie de ma santé. Mais il m'a laissé ma conscience. Et c'est mon bien le plus précieux. Parce qu'aujourd'hui, en me regardant dans le miroir, je ne vois plus seulement les rides ou les yeux fatigués. Je vois une femme qui a brisé le cycle, qui ne l'a pas reproduit, qui a guéri ses enfants, qui a semé de l'amour là où elle n'en avait jamais reçu. Et ça, c'est la liberté. Parce qu'aujourd'hui, le silence ne me domine plus. C'est moi qui le dirige. Quand on arrive à ce moment de la vie où les jours passent plus lentement, où le corps réclame du repos, même pour les petites choses, on commence à penser à ce qu'on va laisser derrière soi. Je ne parle pas d'argent, ni d'héritage, ni de portraits accrochés au mur. Je parle de ce qui reste dans les histoires, celles qu'on racontera quand je ne serai plus là pour corriger les détails. Moi, Madeleine Dubois, j'ai vécu 68 ans. Et maintenant, assise sur ma terrasse, les mains fripées sur mes genoux, je sais que mon histoire est complète. Pas parfaite, pas légère, mais entière. Et ça, pour moi, c'est tout. Il m'a fallu toute une vie pour comprendre que ma voix avait de la valeur. Pendant longtemps, j'ai cru que mon rôle était celui du silence, de l'obéissance, du retrait. Mais j'ai appris, avec mes enfants, avec les cahiers que j'ai remplis, avec les années qui passent, avec l'écho de ces mots qui un jour m'ont fait taire. J'ai appris que le monde ne change que si l'on parle, que la force, c'est de choisir de ne plus se taire. Je ne dis pas ça avec colère. Je ne porte pas la haine. Je porte la vérité. Et cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, a été le seul chemin qui m'a permis de respirer en paix. Ces dernières années ont été plus douces, avec mes petits-enfants qui viennent me voir, avec Fatima qui m'appelle tous les jours, avec Paul qui m'envoie des photos par la poste, qu'il prend lui-même. Tu y crois? Des images si belles. Ces photos me montrent que, malgré tout, j'ai fait quelque chose de juste. J'ai élevé des enfants libres, des enfants entiers. Claire, ma sœur, vit toujours dans ce passé où Hélène n'était que stricte. Je ne lui ai jamais dit la vérité, et je ne regrette pas. Parfois, protéger, c'est aussi choisir de ne pas tout dire. Elle n'avait pas apporté ce qui était à moi. L'autre jour, Fatima m'a demandé « Maman, si vous pouviez revenir dans le temps et changer une seule chose, qu'est-ce que ce serait ?» Je suis restée silencieuse un moment, pas parce que je ne savais pas, mais parce que la réponse devait être ressentie. J'aurais voulu croire en moi plus tôt, croire que je méritais de vivre, que je n'étais pas coupable, que ce qu'on m'a fait ne me définissait pas. Mais vous avez vécu, maman, vous avez vécu et vaincu. J'ai pleuré ce jour-là, parce qu'entendre ça de la bouche de ma fille, c'était comme refermer une vieille plaie, celle de la petite fille recroquevillée dans un coin de la maison, qui frottait sa peau avec du savon, pour essayer de laver la honte. Elle a été vue, enfin. Elle a été accueillie. Cette histoire que je te raconte maintenant, je l'ai écrite doucement, dans les après-midi de souvenirs, dans les nuits sans sommeil, quand le soleil frappait le visage, et que je me demandais « Est-ce que l'heure est venue ?» La réponse n'est pas encore arrivée. Mais je sais, elle approche, et quand le moment viendra, je veux partir en paix. Pas parce que j'ai oublié, mais parce que j'ai sauvé mon existence de l'intérieur de la douleur. Je veux que mes enfants et mes petits-enfants sachent que j'ai été plus que la femme qui faisait des gâteaux
et racontait de vieilles histoires. Je veux qu'il sache que j'ai vécu l'impossible et que j'ai choisi l'amour, même quand il m'a été refusé. Je veux que cette histoire serve à quelqu'un, même si c'est juste une fille, quelque part dans le monde, qui n'a pas encore le courage de parler, qu'elle lise ces mots un jour, ou qu'elle les entende, et qu'elle comprenne, tu n'es pas seul, tu n'es pas coupable, tu n'es pas sale, et surtout, tu mérites de vivre. C'est ça mon héritage. Je ne laisse pas d'or, je ne laisse pas de terre, mais je laisse du courage. Je laisse de la vérité. Je laisse la preuve que l'amour peut naître en soi, même quand le monde a tenté de l'arracher. Je me demande parfois si Hélène, à la fin, a ressenti de la culpabilité. Elle a dit qu'elle regrettait, mais elle n'a pas demandé pardon, et j'ai appris à vivre avec ça. Le pardon, au fond, n'était pas pour elle. Il était pour moi. C'était le jour où je me suis regardée dans le miroir et que je me suis vue en entier. Pas comme une victime, pas comme une femme brisée, mais comme Madeleine. Simplement Madeleine, avec ses coutures tordues, ses fils détachés, ses morceaux rapiécés, mais entière. Alors si tu es arrivé là jusqu'ici, en m'écoutant ou en me lisant, merci. Cette histoire n'a pas été écrite pour choquer. Elle a été écrite pour libérer, pour te dire qu'il est possible de sortir du fond du puits, qu'il est possible d'aimer, de construire, de sourire à nouveau, et que, même avec les os fatigués et la mémoire parfois floue, je suis toujours là, la tête haute, l'âme en paix, parce que je ne suis pas partie dans le silence. L'histoire de Madeleine Dubois n'est pas que la mienne, c'est celle de tant d'autres voix qui ont été réduites au silence et qui maintenant trouvent la force de parler. Alors, si cette histoire t'a touché, si tu t'es ému, si tu as compris l'importance de ces récits, alors ma mission est accomplie. Si cette histoire a touché ton cœur, je t'invite à liker la vidéo. Ça aide à diffuser ce message à d'autres et à t'abonner à la chaîne pour recevoir plus d'histoires réelles, profondes, humaines, racontées avec le respect qu'elles méritent. Et surtout, laisse un commentaire en dessous pour me dire d'où est-ce que tu écoutes mon histoire.